Flâner dans les allées de Cap 3000 et se faire vacciner contre la Covid-19. Depuis ce mercredi, le centre commercial met à disposition de ses clients un espace vaccination. Encadrés par des pompiers, les injections de Pfizer se font sans rendez-vous. Ça permet de prévenir une reprise de la maladie. Et en venant ici, ça permet justement de vacciner le plus grand nombre de personnes. Ici, on est 2 infirmiers à vacciner. Et justement pour qu'il y ait un meilleur roulement et qu'on puisse vacciner le maximum de personnes. Tout le monde peut venir sans rendez-vous. Ensuite, il y a un questionnaire à remplir où nous regardons les risques allergiques, s'il y a des problèmes, des antécédents. Et s'il n'y a aucun problème, nous pouvons vacciner tout le monde. Un vaccinodrome dans un centre commercial, l'image est plutôt inattendue, mais le dispositif au plus près des Azuréens semble convaincre. On m'avait tenu informé que ça se passait à Cap 3000, donc j'y suis allé et ça se fait très vite. En 15 minutes, normalement c'est réglé, vous êtes vacciné. Ça a été l'occasion. C'était pas prévu comme ça et c'est mon médecin qui m'a indiqué qu'aujourd'hui il n'y avait pas besoin de prendre rendez-vous, donc j'en ai profité. C'est un plus, ça facilite les choses surtout. Et puis ça déclenche éventuellement des envies pour se faire vacciner. Cela dit, il va falloir se dépêcher. Le centre est ouvert jusqu'à mercredi prochain et ils espèrent vacciner au moins 100 personnes par jour. Cette chorégraphie, ce sont des élèves de 4e et de CM2 qui l'ont imaginée avec leurs professeurs. On a créé une chorégraphie qui parlait sur le sujet de la liberté, de la laïcité surtout, et le fait de Samuel Paty qui est malheureusement décédé. Et en fait, la choré servait à montrer qu'on est tous libres de droit. Une initiative qui a aussi été accompagnée par une traduction de la charte de la laïcité, réalisée par les élèves de 5e du collège Maurice Genevoix de Toulon. Objectif, simplifier ce texte parfois difficile à assimiler pour des enfants. On leur a demandé de traduire la charte de la laïcité, qui est le document officiel dans les établissements scolaires. Et en fait, ils l'ont fait avec leurs mots à eux de collégiens et ils ont vulgarisé les 15 articles de la charte. Et c'est un travail qui va être destiné ensuite à être utilisé par d'autres élèves du même niveau ou pas. 2 initiatives de ce collège qui ont valu aux élèves de remporter le prix Coup de cœur académique, avec un objectif bien rempli, mieux comprendre la notion de laïcité. Il y avait des règles de la charte de laïcité que je ne connaissais pas et on a tous appris à les découvrir dans les détails. Par exemple, les adultes ne doivent pas montrer leur religion, comme les profs et tout, les juges, les médecins. Un prix qui a permis à l'établissement de remporter une caméra, un équipement qui permettra aux élèves de réaliser leur prochain projet civique. Ma première réaction, c'est une réaction émotive. C'est l'émotion dans laquelle je suis face au nombre de suffrages exprimés et au nombre de voix qui me confient cette présidence. C'est une émotion intense, dans le souvenir de ceux qui m'ont précédé, bien évidemment, dans le souvenir de mon père qui était tant attaché à cette collectivité, le conseil général d'abord, puis le conseil départemental avec nous aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que cette confiance massive qui m'est accordée me donne beaucoup d'énergie pour continuer les politiques que nous avions engagées, mais également innover, moderniser, car nous sommes dans un monde qui bouge vite, qui bouge beaucoup, dans un monde où les surprises peuvent survenir à tout moment, et je crois qu'il faut de l'anticipation, de la proximité avec les gens, de l'anticipation, le bon usage de l'argent public. Tout cela fait partie des objectifs que je me fixe. Et notre invité ce soir, ce sera finalement le docteur Clarisse Audigier-Valette. Merci d'être avec nous. Évidemment, vous co-dirigez l'unité Covid à l'hôpital de Toulon. On a vu tout à l'heure, en première partie, qu'on vaccinait à Cap 3000, dans les centres commerciaux, qu'on essayait d'étendre, évidemment, cette couverture vaccinale. On a eu des chiffres sur le variant Delta qui, dans la région PACA,
se développe beaucoup dans les Alpes-Maritimes. Plus de 40% des cas actuellement détectés sont des cas du variant. Est-ce que ça signifie qu'on doit véritablement s'inquiéter dès maintenant ? Alors, s'inquiéter, probablement pas, sachant qu'on sait quand même prendre en charge ces patients. En revanche, sur la tension hospitalière, oui, je pense qu'il faut vraiment prévoir. C'est vrai que ça fait de nombreuses semaines qu'on le répète, il ne faut pas fléchir sur la vaccination. C'est la vaccination qui peut protéger du variant Delta et c'est la vaccination complète qui peut protéger du variant Delta. Donc une vaccination, il faut bien voir qu'il faut compter le rappel. Donc si on fait le rappel pour un vaccin Pfizer, ça va être à 21 jours et donc la protection intervient 15 jours après. Et pour le vaccin Moderna, c'est 28 jours et la protection intervient 15 jours après. Donc effectivement, des patients qui sont des individus qui seraient vaccinés aujourd'hui ne seront pas protégés avant 5 semaines ou 6 semaines. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc on a des variants Delta qui commencent à arriver. Les déclarations se font au niveau de l'Agence régionale de santé. Donc l'incitation à la vaccination ne doit absolument pas fléchir. Et il ne faut pas, parce que la situation sanitaire semblait favorable, justement, arrêter de se vacciner. Alors on va revenir après sur la notion de cluster et sur les Alpes-Maritimes. C'est pas votre département, donc du coup, effectivement, c'est un peu difficile de commenter. Mais vous avez parlé de la vaccination. Aujourd'hui, l'Agence du médicament indique que la double vaccination semble efficace contre ce variant. Ça confirme ce que vous dites. Absolument. Cette vaccination, la vaccination complète, qu'on appelle la double vaccination, est très efficace contre le variant Delta. Ce qui nous fait peur, si vous voulez, c'est les demi-vaccinations où, encore une fois, la vaccination chez les personnes les plus fragiles, et notamment les patients immunodéprimés ou atteints de pathologies très sévères comme les maladies cancéreuses ou les sujets très âgés qui ont une immunité moins solide, on peut voir apparaître des Covid chez des doubles vaccinés. Donc il reste une partie de la population qui est fragile et pour lequel il faut privilégier la vaccination de l'entourage et la vaccination des moins vulnérables pour freiner les chaînes de contamination. Et l'inconvénient du variant Delta, c'est peut-être pas sa dangerosité au niveau de l'atteinte clinique, mais sa dangerosité, c'est sa diffusion et sa contagion. Donc sa contagiosité est nettement supérieure à ce qu'on a pu voir avec le variant anglais en janvier, et on sait ce qui s'est passé dès qu'on avait un cluster, on a eu une diffusion massive. Donc c'est ce qui nous fait peur, si vous voulez, si on a effectivement une contamination immédiate avec un temps de contact moins important, on va avoir de nombreux cas de Delta et des catégories de population qui peuvent être touchées et mettre en tension nos services hospitaliers. Ouais, les chiffres qui ont été rendus publics, donc c'est 23% des cas détectés sont des cas de variants en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça monte à 41% 43% dans les Alpes-Maritimes. Il y a encore des clusters qui sont détectés en PACA, 85 clusters au 29 juin, sans qu'on sache s'il s'agit du variant ou pas. Et puis, il y a eu récemment, donc dans l'actualité, ces 16 cas à Antibes du variant Delta. On est dans le scénario que vous décrivez, c'est-à-dire un cluster, 16 cas dans une école de danse. On peut craindre que ça se diffuse. Est-ce que là, pour éviter qu'il y ait une quatrième vague, on ne va pas devoir prendre des mesures, un peu comme dans les Landes? Alors là, c'est difficile d'annoncer les mesures. Nous, on n'est que médecins, finalement. Ce n'est pas nous qui annonçons les mesures. Globalement, la protection, elle est basée sur les mesures barrières, sur le port du masque qui protège l'autre et sur la réalisation de la vaccination. Il est encore temps de vacciner en primo-vaccination. Il ne faut pas se relâcher. On fait partie d'un département qui va accueillir la grande partie de la France avec des mouvements de population. Si le variant Delta circule parmi déjà nos populations présentes ici, c'est une certitude puisqu'on commence déjà à voir apparaître des cas. Il ne faut pas relâcher, si vous voulez, la protection des autres. Après, on ne va pas fermer du jour au lendemain et interdire aux gens de partir en vacances. Il ne faut pas imaginer que ce type de mesures coercitives puisse être prise dans l'urgence. En revanche, il faut intensifier la protection des vulnérables et ne pas se trouver dans des situations complexes et contaminantes. Et on sait que le virus est un virus aérosol, donc la priorité est à l'aération
aller s'agglutiner dans des endroits clos et mal ventilés est le meilleur moyen de faire diffuser le variant Delta. Vous l'avez dit, évidemment, ce n'est pas vous qui prenez les décisions. Une question quand même sur l'arithmétique. On est à 1 789 366 personnes vaccinées 2 fois dans notre région. On est à presque 2 500 000 pour la primo-injection. Si on compte ceux qui ont déjà eu le Covid, plus évidemment les sujets en bonne santé, est-ce que on peut déjà anticiper les ravages que pourrait faire le variant Delta ou on ne peut pas tirer de plan sur la comète? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que ce variant-là, il est aussi dangereux que les autres Covid? À un moment, c'est ce qu'on disait. On disait, il est peut-être un peu moins dangereux, mais il se passe plus vite entre les individus. Alors, en pratique, sur la dangerosité en lui-même, on n'a pas vraiment assez de données pour identifier si on a des formes plus graves sur le plan respiratoire, hein, qui étaient quand même les critères de survie et de mortalité chez ces patients, notamment avec le variant anglais. En revanche, s'il diffuse plus vite, il contamine plus de gens. Et en proportion, on aura autant de formes graves. Donc, par définition, même si la dangerosité de ce variant est égale à celle du variant anglais, si on contamine 4 fois plus de personnes, on aura 4 fois plus de personnes à hospitaliser. C'est ce qui nous inquiète, surtout dans une période estivale où on a tout le non-Covid et toute la pression sur les services d'urgence par les activités estivales assez logiques de la vie qui reprend aussi. Merci beaucoup, docteur Clarisse Odigier-Valette. Je rappelle que vous dirigez la cellule Covid à l'hôpital Sainte-Musse de Toulon. Merci d'avoir pris le temps pour nous ce soir. Merci pour toutes ces précisions. Dès la prochaine plénière qui aura lieu à la fin du mois de juillet, mettre en place la totalité des appels d'offres, des marchés, enfin du fonctionnement administratif pour ne pas perdre de temps, pour être opérationnel déjà début août, préparer la rentrée scolaire et universitaire pour les jeunes, mettre en place le quartier général de la relance de façon à ce qu'il puisse être opérationnel et éviter, dans la mesure du possible, peut-être un 4e vague de Covid, donc il faut quand même préparer au cas où, pour être prêt sur toutes les hypothèses. Et vous avez toute une série de dispositifs sur les trains, avec les appels à concurrence qui vont être ouverts sur les plis. Vous avez à la rentrée en septembre, vous avez l'UICN pour la COP d'avance et la position de la région sur le marché mondial de l'environnement. Donc il y a toute une batterie de dispositifs qui ont lieu d'ici 6 mois. Et en même temps, on programme les 6 ans qui viennent sur la base des moyens financiers européens dont nous serons susceptibles de disposer et que nous allons chercher, comme l'application du contrat de plan d'avenir que nous avons déjà signé et qui fédère et qui structure la colonne vertébrale de la région. Nous serons un groupe à la fois déterminé, parce que nous entendons faire une opposition à chaque fois qu'un projet n'ira pas dans l'intérêt de la région et de ses habitants, mais aussi constructif. Très souvent, des choses qui sont proposées, nous les aurions proposées nous-mêmes, et donc bien évidemment, nous les voterons. Et l'invité de ce grand direct ce soir, c'est Lilian Rivière. Merci d'être avec nous sur les antennes d'Azur TV. Demain aura lieu au départ du Palais Longchamp à Marseille la marche des fiertés organisée par Pride Marseille, dont vous êtes le porte-parole. C'est important de vous avoir ce soir parce que évidemment l'actualité a rappelé, notamment en Turquie, que c'était pas toujours évident partout dans le monde de pouvoir marcher pour défendre ses choix et ses orientations sexuelles. Avant qu'on parle du fond, d'abord sur la forme, évidemment avec la Covid l'an passé ça avait été compliqué, c'est pas toujours évident de manifester. Là donc 15h demain, Palais Longchamp, vous attendez du monde ? Oui, tout à fait. Merci de nous inviter, Nicolas. On attend beaucoup de monde parce que effectivement l'an passé nous avons fait une émission virtuelle à cause des conditions sanitaires qu'on connaît. Là donc on reprend cette marche, donc elle est
elle est sans inscription. C'est une manifestation donc dans l'espace public, donc sans passe sanitaire. Le port du masque sera recommandé, ainsi que la distanciation sociale autant que possible, bien sûr. Et on est très impatients, et je pense qu'il y a énormément de jeunes LGBTI+, et puis nos alliés, bien sûr, qui sont impatients de marcher demain. Ouais. Alors, évidemment, Marseille, capitale régionale, vous attendez également des gens de toute notre région ? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on est traditionnellement la première Pride dans la région, puisqu'on fait tous les premiers samedis du mois, en fait, chaque année. Et c'est vrai qu'on va attendre. Généralement, il y a des gens de toute la région qui se déplacent, des Montpelliérains, des Niçois, et puis des Lyonnais. Puis on a quand même pas mal de Parisiens également qui sont plutôt aptes à venir passer leur première semaine de vacances en faisant la marche. Ouais. Alors, la Covid a fortement perturbé évidemment toute la vie dans notre région. Est-ce que vous, la communauté LGBT+, vous avez des difficultés qui sont apparues, qui se sont fait jour, liées à ces conditions assez particulières? Je pense notamment, par exemple, parfois aux jeunes qui ne peuvent pas discuter de ces choses-là avec leurs parents, qui sont exclus. Oui, c'était un peu finalement pour tous ces jeunes un peu la double peine, puisque c'est resté confiné avec une famille qui n'est pas forcément au courant ou qui est au courant mais qui accepte mal que ce soit leur sexualité de genre de ces jeunes. Le rapport de SOS Homophobie a démontré cette année, qui est sorti là en mai, qu'il y avait une baisse forcément mécanique finalement des agressions, mais une hausse en fait constatée des LGBTI-phobies sur l'entourage proche. Et ça, c'est un phénomène forcément qu'on peut imputer au confinement. Donc finalement, les LGBTI-phobies dans l'espace public, c'est effectivement une chose à laquelle on est tous confrontés à un moment ou à un autre, mais dans l'espace privé, je pense que là, il y a quelque chose qui s'est un petit peu révélé un petit peu plus au grand jour, surtout pour ces jeunes, pour les plus jeunes, on pense forcément à eux. Alors, on dit aussi beaucoup qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sujet autour de l'orientation sexuelle, mais on se rend compte que dans les faits, l'homophobie existe toujours. Chez les autres, on parlera de la Turquie dans un instant, mais aussi chez nous, déferlement de violence sur les réseaux sociaux, il y a encore des agressions, il y en a eu dans notre région. Il y a encore beaucoup de choses et beaucoup de combats à mener. Il y a encore beaucoup de combats à mener. C'est vrai que aujourd'hui, on peut considérer qu'on peut être plus visible, on peut vivre son orientation sexuelle ou son identité de genre un petit peu plus au grand jour, car il y a effectivement la possibilité d'avoir plus de lieux communautaires. Surtout à Marseille, on a pas mal de lieux communautaires quand même. Je pense bien entendu aux commerçants, mais aussi aux associations qui offrent des espaces de liberté. Mais c'est vrai qu'après, il faut penser aussi finalement à ce qu'on peut faire, enfin ce que l'État peut faire au niveau national. Moi, je pense notamment aux thérapies de conversion aujourd'hui qui ne sont pas interdites en France. L'Union européenne vraiment recommande aux pays de l'Union de créer des lois spécifiques. Aujourd'hui, l'arsenal législatif, il n'existe pas. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est les thérapies de conversion ? Ce sont des personnes de toute confession religieuse ou de prétendus médecins qui prétendent guérir l'homosexualité. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de loi qui l'interdit. Il y a un collectif de victimes qui s'appelle Rien à guérir qui essaye vraiment de militer avec des parlementaires pour faire passer une loi, mais le gouvernement fait la sourde oreille. En tout cas, le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a pas prévu de loi sur ce sujet contre les recommandations de l'Union européenne. Ça nous interroge forcément, ça envoie forcément des mauvais signaux, parce qu'aujourd'hui en France, il y a des gens qui peuvent effectivement faire encore ce genre de pratiques. Donc c'est ça qui nous inquiète énormément aujourd'hui. Et dans le monde, il y a encore des pays aussi où la situation est alarmante. On a parlé de la Turquie, cette marche des libertés qui était organisée à Istanbul et qui finalement s'est pas très bien passée. Elle ne s'est pas très bien passée. Ça s'est terminé que des jeunes ont été arrêtés. En ce moment, Amnesty International fait signer une pétition. Donc, je vous invite vraiment à aller sur leur site internet pour demander la libération de ces jeunes arrêtés. En Turquie, c'est vrai que tous les ans, la marche des fiertés est menacée. Nous, on a quand même un grand privilège
enfin on a une liberté sur ce sujet-là, nous pouvons marcher, l'espace public est enfin à nous, effectivement, une fois dans l'année. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, la montée, on va dire, des extrémismes et des obscurantismes fait que c'est très compliqué pour vivre son orientation sexuelle ou son identité de genre. Je pense également à la Hongrie, on a eu effectivement ces derniers temps c'est cette polémique sur non seulement à la fois finalement qui a été révélée par une simple illumination couleur de l'arc-en-ciel d'un stade qui a été refusé, mais derrière cet épiphénomène, il y a quand même une loi que le Premier ministre essaie de faire passer pour interdire à la promotion, c'est ce qu'ils appellent la promotion de l'homosexualité, et avec un amalgame très fort avec la pédophilie. C'est vraiment, on est très inquiet, on suit ces sujets à l'international avec beaucoup d'attention ici à Marseille. Oui, j'imagine. Et puis pour terminer donc sur des choses un peu plus réjouissantes, donc cette marche des fiertés demain à Marseille depuis le Palais Longchamp. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il y a un festival aussi qui va avec. Vous pouvez vous rendre sur place dès 11h, de 11h à 14h30 avec des animations, des DJ, et ça reprendra de 18h à 1h. C'est ça, tout à fait. Décidé de maintenir le festival avec une jauge un petit peu plus réduite que les années précédentes. On est sur 1500 personnes. L'inscription est obligatoire. Le pass sanitaire est requis à l'entrée, donc sur inscription, donc à 0 € bien sûr, et donc on vous attend quand même nombreuses et nombreux. Il y aura donc le village associatif, vous allez pouvoir aller à la rencontre de nos associations de terrain, avec nos partenaires également, la région, le département et la ville, et puis ça sera la fête effectivement jusqu'à 12h30 au boulevard Longchamp, donc en bas du parc. Voilà. Merci beaucoup à vous, Lilian Rivière, porte-parole de Pride Marseille, pour cette marche des fiertés demain dans la cité phocéenne. Malheureusement, comme toutes les compagnies, nous avons traversé la pandémie et aujourd'hui, on a envie de voir l'avenir avec optimisme. Le monde se réouvre. Depuis le 9 juin dernier, vous savez que les restrictions sanitaires sont plus légères pour toutes les personnes vaccinées. Dubaï est une destination qui attire de par le monde et aujourd'hui, relier à nouveau Nice et Dubaï est très très important pour la région Nice-Côte d'Azur, mais aussi pour les gens au départ de Dubaï. On est globalement en ligne avec ce que nous imaginions du fait qu'il y a la vaccination qui avance, il y a les autorisations données par les gouvernements de revoyager, et on est aux alentours de 55% du trafic de 2019. C'est à la fois peu et beaucoup, c'est-à-dire qu'on aura quasiment 50% de trafic de plus que l'été dernier. Ça fait du bien, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait du bien aux équipes de l'aéroport, mais ça fait du bien aussi à tous les acteurs économiques de la Côte d'Azur, et c'est important pour eux. Attention, tout ça c'est du chimique, hein. Les chimiques, c'est ce que c'est. C'est le Petit Puy du Fou provençal. Le rocher Mistral à la Barbaine retrace l'histoire de la Provence. Et ses visiteurs sont conquis. C'est très historique, c'est très important. Donc en fait, ça raconte l'histoire du 14, des personnalités qui ont fait beaucoup pour la Provence. Et c'est un super projet. Et voilà. On est notre petit-fils qui vient de Genève et on voulait lui faire visiter un château. Surtout en sachant que la Barbaine avait tout été refait. Donc voilà, on voulait l'emmener. C'est beau, les décors sont magnifiques, le personnel est super, voilà. Avec plus de 250 salariés, ce château de plus de 1000 ans s'anime et plonge les visiteurs dans des scènes du passé. Une volonté de transmettre et de redonner son lustre d'antan pour son directeur. Le rocher Mistral, ça va être le lieu du rayonnement, de l'histoire, du patrimoine, de la nature en Provence. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça que j'ai souhaité ici en créant ce lieu, à travers des spectacles, 7 spectacles nocturnes, diurnes, mais aussi des lieux autour de la restauration provençale, les saveurs, les senteurs, un marché provençal permanent de grande qualité, une ambiance provençale qui sent bon ici et pas que la lavande. Le parc sera ouvert 7 jours sur 7 cet été et espère attirer près de 150 000 visiteurs d'ici la fin de l'année 2021.